galère un tout petit peu. Voilà. Ok, c'est bon, Marjo? D'accord, super. Et donc, on est sur notre quatrième séance de notre séminaire démocratie alimentaire à l'épreuve du communalisme. Cette séance, elle va être centrée sur la question disons, de la précarité alimentaire, enfin, on va plutôt dire de la filière de l'aide alimentaire. Et en particulier, si on a une focale là-dessus, c'est aussi parce que l'entrée des questionnements qui existent aujourd'hui dans la société française, notamment autour du projet sécurité sociale de l'alimentation, les deux entrées qui sont les plus travaillées, mises en avant, expérimentées, c'est d'une part la question agricole, c'est-à-dire la connexion avec les agriculteurs et les agricultrices, donc la question de la production, et l'autre entrée est celle de la précarité alimentaire. Voilà. Et souvent, il y a quand même pas mal disons, de mélange et de confusion avec ces deux entrées. Et on a tendance à penser que parce que on travaille ces deux entrées, en réalité, on a travaillé la question de l'accès à l'alimentation. Donc, c'est aussi ça qu'on va essayer de montrer dans la séance de ce soir, c'est de se dire que cette entrée-là, elle est importante, mais c'est une des entrées sur la question des systèmes alimentaires. Alors, avant de commencer, on se disait que quand même, on ne pouvait pas faire l'impasse sur la question du mouvement social des agriculteurs et des agricultrices. Donc, on a demandé à Benoît Daviron, qui est intervenu, qui a ouvert ce séminaire sur la démocratie alimentaire sur notre première séance. Donc, vous pouvez toujours aller revoir cette séance. Et on a demandé également à Samuel, qui est déjà intervenu, donc un petit peu la séance du mois précédent, de venir nous parler un petit peu voilà, de leur regard et de leur analyse sur la situation. Donc, on va partir pour une demi-heure pour juste avoir un bref regard, on ne va pas dire que ça sera beaucoup plus, sur ce mouvement social. Et puis ensuite, on enclenchera avec la séance. Donc, l'idée, c'était que Benoît, tu commences, et puis ensuite, toi, Samuel. Ok, merci beaucoup, merci de me donner la parole une fois encore. C'est vrai, c'est une réaction très personnelle, disons, hein, à ce qu'on a vécu, tous, ce qui s'est passé depuis quelques semaines là dans le monde agricole. Et je crois que comme beaucoup de gens de notre milieu, disons, la première chose que je dois dire, c'est à quel point j'ai été effaré ou impressionné par cette capacité de la FNSEA en fait à s'imposer encore et toujours comme la porte-parole du monde agricole, de l'agriculture, comme la voix quasi unique avec leur supplétif des jeunes agriculteurs, si je peux dire ça comme ça pour être méchant. Moi, je reste toujours assez épaté et j'ai du mal toujours à comprendre, mais je ne suis pas sociologue, hein, de comment la FNSEA, avec un président qui est le PDG d'une multinationale, malgré tout, hein, Avril, c'est une multinationale, ils sont dans beaucoup de pays, euh, qui a un type qui a plusieurs centaines d'hectares, etc., etc. Enfin, bon, vous connaissez tous l'histoire, je pense, mais comment ils arrivent encore à garder cette position. Alors, certes, avec beaucoup d'aide de l'État, c'est une façon, hein, qui ne demande pas mieux que de les reconnaître comme interlocuteurs quasi uniques du monde agricole, mais ça reste malgré tout quelque chose d'assez euh, difficile à comprendre quand on n'est pas du milieu agricole en tant que tel. Euh, Car jusqu'à présent, bon ben, ça reste malgré tout un président qui est élu par un processus électoral qui, a priori, reste relativement honnête. Alors bien sûr, Avril a beaucoup de moyens aujourd'hui, a énormément de moyens, y compris des moyens de financer de certaine façon beaucoup de communication, et on peut imaginer de faire campagne pour Rousseau, hein, pour lui permettre d'être élu. Ça avait déjà été le cas pas son prédécesseur, mais pas Madame Lambert, mais le type d'avant, Xavier Belin, hein, mais c'est un petit peu, pour moi, ça reste un peu mystérieux, et c'est aussi d'une façon une entorse à l'histoire de la FNSEA, qui a toujours veillé à ce que son président, le plus souvent, soit un éleveur, en fait.
et non pas un représentant des grandes cultures, où là, ça devient trop évident, transparent, que finalement, la FNSEA est tenue par les céréaliers ou aujourd'hui les producteurs d'oléagineux, les grands producteurs d'oléagineux, ce qui revient à peu près au même. Donc ça, c'est la première chose, un peu l'effarement. L'effarement aussi, c'est la réponse du gouvernement, bien sûr, avec... alors, on pourrait s'en féliciter d'une façon, effectivement, un traitement en termes de police très gentil hein, avec ce mouvement agricole. Personne n'a parlé d'éco-agriculteurs ou de terreau-agriculturistes, ou je ne sais pas comment il faudrait dire, enfin, d'agriculteurs terroristes. Ils ont eu la bénédiction hein, du gouvernement plusieurs fois, qui les a reçus, qui a discuté avec eux, et tout ça débouchant au bout du compte sur, là aussi effarement, sur cette discussion sur les normes et sur le fait qu'il faut simplifier tout l'appareillage de normes. Alors on pourra en discuter, ceci dit, tout l'appareillage de normes pour faciliter la vie de ces agriculteurs. Tout ça est quand même assez euh, vu par quelqu'un qui est plutôt, moi je suis plutôt urbain malgré tout, même si je vis maintenant à la campagne, c'est un côté franchement incompréhensible. Hein. C'est comme si, je ne sais pas, c'était le PDG de Renault qui représentait le monde ouvrier, quoi, d'une façon. Enfin, c'est quelque chose de très, très, très difficile à comprendre. Ce qui est aussi difficile à comprendre, mais ça fait partie de toutes les ambiguïtés sur le débat agricole en France, c'est finalement la couverture presse qu'il y a eu là-dessus, je lis pas mal de presse et c'est vrai que on a eu très. J'ai trouvé que la couverture était très ambiguë, très, très, très biaisée et qu'en particulier était largement évacué finalement le problème des revenus agricoles, qui est quand même une des choses que porte une partie du mouvement, qu'a surtout relevé la Confédération paysanne, mais aussi qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits et qui a été largement évacué du débat au profit de cette discussion sur les normes et uniquement sur les normes. Dans les différents journaux que je peux suivre globalement, rapidement, finalement, il n'y a que dans l'IB que j'ai vu un papier un peu sérieux sur les revenus et sur les inégalités de revenus hein, au sein du monde agricole. Un papier basé sur les données de Vincent Châtelier, qui est un chercheur de l'INRAE, hein, donc qui a des travaux très sérieux là-dessus. Il y a des informations qui existent, il y a des données qui existent et qui sont très claires. Hein. Aujourd'hui, sur les 10 dernières années, en gros, le revenu moyen des agriculteurs les 10% les plus riches, c'est 83 000 euros, ce qui est quand même bien, annuel. Le revenu des 10% les moins riches, c'est moins 4 600 euros. Hein, donc, on a une fourchette de revenus qui est assez incroyable. Et en termes d'évolution sur les 2010-2022, les 10% les plus riches ont vu leur revenu passer de 80 000 à 130 000 euros, parce que 2022 a été une très bonne année du fait de la guerre en Ukraine, en fait, qui a fait flamber en partie les prix agricoles. Les 10% les moins riches, le revenu est passé de zéro, en gros, à moins 400. Donc, on a vraiment une situation extrêmement inégalitaire dans le monde agricole, et comme l'a relevé malgré tout Piketty dans un papier. Mais voilà, ça a été très peu discuté, débattu, porté par la presse. De nouveau, je vous dis, moi, j'ai vu qu'un article de l'IB qui mettait ça un peu en avant et qui, sans interrogation sur comment on peut arriver à avoir un type comme Rousseau, qui est le représentant des agriculteurs, avec une situation de revenus pareille, de distribution des revenus pareille. C'est effectivement très, très surprenant. Alors, euh, bon, une situation de revenus à laquelle essaie de prétendre répondre aujourd'hui maintenant le gouvernement hein, depuis ce week-end avec Macron qui nous annonce des prix planchers, qui est une annonce absolument farfelue. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir de ce truc-là après leur histoire de débat, puisqu'on ne voit pas du tout dans le contexte actuel, la France étant membre de l'Union européenne et l'Union européenne ayant elle-même signé des accords au sein de l'OMC sur l'évolution des politiques agricoles, sur la nature de sa politique agricole, comment on pourrait mettre en place des prix planchers qui supposeraient forcément de la mise en place de mesures de protection aux frontières qui sont absolument impossibles aujourd'hui, à mon avis, enfin, sauf à prendre vraiment un changement de cap radical par rapport à 3 décennies d'évolution des politiques agricoles, un changement de cap radical qu'on voit mal notre cher président porter dans le contexte actuel. Donc j'en arrive à mon dernier point, parce que malgré tout, au-delà de cette incompréhension, cet effarement, etc., et puis cet énervement presque de voir une fois de plus le débat agricole capturé de cette façon-là,
je crois malgré tout, c'est aussi l'occasion, cette histoire de nous interroger, de nous questionner sur finalement la peu de prise qu'a tout ce mouvement qu'on pourrait appeler alternatif, d'alimentation et d'agriculture alternative, sur le monde agricole dans son ensemble, disons. Euh, Et sur les évolutions lourdes du monde de l'agriculture française, hein, et pas que française d'ailleurs. C'est-à-dire que, en gros, les évolutions lourdes, ben, c'est toujours autant d'engrais à utiliser, toujours plus de pesticides, toujours moins d'exploitation agricole, etc., etc. C'est-à-dire des tendances qui sont les mêmes depuis maintenant plus de 50 ans. Et malgré une floraison, une multiplication d'initiatives qu'on voit partout, qui portent un autre modèle ou qui voudraient porter un autre modèle, de toute façon, ça ne prend pas, ça ne modifie pas la trajectoire de l'agriculture française telle qu'elle est depuis une cinquantaine d'années. Mais pas du tout, de toute façon. Donc, je pense que c'est important de prendre acte de ça. Et je voudrais là-dessus signaler que je trouve dans ce bouquin-là que je vous voyez peut-être, donc reprendre la terre aux paysans, est-ce que vous voyez? Non, là, Euh, Reprendre la terre aux machines, pardon, qui a été rédigé par l'atelier paysan. Il y a un chapitre 4 qui effectivement fait cette discussion, mène cette discussion très critique sur le mouvement alternatif agricole, disons. Je pense que vraiment, il faut le lire et en discuter, prendre vraiment ce débat à bras le corps. Il y a vraiment une nécessité de ça. Et une des ambiguïtés, un des risques aujourd'hui, par exemple, ce serait de se retrouver coincé dans le débat sur les normes et se retrouver à défendre les normes comme étant la solution, alors qu'on sait bien tous que, et avec nos sensibilités, je pense on y est sensible, que norme veut dire aussi surveillance, que norme veut dire aussi sanction, et que c'est pas forcément le modèle qu'on cherche forcément à promouvoir en termes d'action politique ou d'action collective pour changer ce qui se passe dans l'agriculture. Donc, vraiment, je trouve que ce serait important, et que d'une certaine façon, je trouve que enfin, le chapitre 4 fait très bien la critique de cette affaire-là et prendre, par exemple, acte du fait qu'on a un vrai problème dans le monde associatif, lié en partie, ben, au fait que les associations se retrouvent toujours de plus en plus souvent à jouer finalement le rôle de une espèce de rôle de délégation d'action publique. Se suppléent finalement à l'État, qui délègue, qui externalise un certain nombre de ses fonctions aux associations, ce qui fait que ça les occupe beaucoup, hein, qui ne sont plus sur un positionnement politique, mais à ce moment-là, un positionnement technique. Avec, le redoutable appel à projet, enfin, là, cet instrument d'appel à projet, en fait, qui absorbe toutes les énergies, pour arriver à y répondre et pour arriver à en bénéficier. Et une tendance, ben, on voit la logique managériale s'imposer dans beaucoup d'associations depuis maintenant quelques décennies, là aussi affaiblissant énormément la logique politique qu'elles ont pu éventuellement avoir au début. Et il y a des sujets, par exemple, comme effectivement, la question de la protection, ou du moins de la remise en cause du libre-échange, qui est forcément un sujet éminemment politique, qui renvoie à la question de l'intervention de l'État, à l'espace, dans lequel, on cherche à vivre, et cetera, qui sont des sujets, sur lesquels il faut arriver à mordre, en fait, à prendre, si on ne veut pas continuer de voir finalement, l'agriculture évoluer telle qu'elle le fait, malgré toute cette multiplication d'initiatives, qu'on connaît tous. Voilà, je m'en tiens là, sur mes 3 points. Bah écoute, merci, c'est une belle entrée en matière par rapport à ce qu'on essaie disons, de débroussailler pour comprendre. Euh, Samuel, Ouais. tu Bonjour. peux, tu peux dire aussi qui tu es? Oui, bonjour. Je suis agriculteur dans l'Hérault. J'étais gilet jaune. Et là, j'ai participé à ce que je pouvais du mouvement dans le coin. Et voilà, j'aimerais bien faire une analyse, quoi. Voilà, pas plus que ça. J'ai essayé de fouiller un peu dans la semaine quelques éléments. Et voilà. Donc moi, voilà, je voulais d'abord poser le truc sur la question internationale. Parce qu'il y a un mouvement, vous vous rappelez le mouvement qu'il y avait en Inde, là? Il est reparti au même moment. Il est là, le mouvement paysan en Inde, et il a comme revendication, cette fois-ci offensive, la question du prix garanti.
Et je vous conseille, si vous avez envie comment dire, je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Jacques Chastain qui traduit des trucs sur Oh, Facebook, hein, au mec qui avait fait Front Social. Il y a aussi la Via Campesina qui traduit aussi des trucs là-dessus. Pourquoi je parle de ça? Parce que ben, on voit bien que justement, c'est intéressant de passer par les communiqués de la Via Campesina pour analyser le mouvement européen. Comment ils l'analysent? C'est intéressant parce que ils mettent en avant, bon, alors il y a des vocabulaires un peu, des fois, ben voilà, comment on appelle ça, l'entrepreneur agricole par rapport au. Bon, voilà, effectivement, nous, quand on parle de paysannerie en Europe, on parle un peu de musée, quoi, ou de néo-traditionnalisme, mais quand on parle de ça dans les tiers-mondes, ça a une réalité, la différence entre entrepreneur agricole et paysannerie. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue de la Via Campesina. Ils mettent en avant des choses très concrètes, c'est-à-dire ils mettent en avant pour un peu faire écho au débat qui avait été posé sur la FNSEA et compagnie. Ce qui critique la Via Campesina, c'est que la FNSEA va continuer le jeu d'une agriculture d'importation-exportation. Importation de choses à faible valeur ajoutée, exportation de choses à moyenne faible valeur ajoutée. De toute façon, on s'en fout, puisque c'est subventionné par l'Union européenne. Et donc, on peut concurrencer et casser les prix là où on ne pénétrait pas dans les marchés jusque-là. Voilà pourquoi la FNSEA, elle est là. C'est ça. C'est tout un tas d'agriculteurs qui vivent de ça. Et je ne dis pas tous. Hein. Et puis après, il y a le clientélisme. Hein. J'ai envie de dire, bon, je n'ai pas envie de me perdre dans le. Voilà, je dirais que le clientélisme, il concerne tous les espaces de la société. Et l'agriculture, comme les associations de gauche ou de droite. Hein. Je veux dire, il y a cette dimension qui est là. Pour ensuite recadrer sur la question du mouvement en France, moi je pense qu'on a vécu la faiblesse de nos capacités à intervenir dans le débat public en étant focalisé dans des fausses oppositions, dans laquelle on avait d'un côté la FNSEA qui nous disait que par rapport à des milliers d'exploitations qui sont en faillite, l'enjeu c'est de casser les normes écologiques. Et de l'autre, on a une espèce de gauche molle qui parle plus de questions d'économie politique quand elle parle d'écologie. Elle est plus capable d'en parler de ça. Ça va trop loin pour elle. Il faut rester sur des bons sentiments, des choses comme ça. Donc ça amène à une invisibilisation de la question qui est la question des revenus. Et comment on fait pour la porter, comment on la porte, etc. Le fait est que le mouvement, il a commencé dans des endroits en dehors de le plein contrôle de la FNSEA et il continue dans des endroits en dehors du plein contrôle de la FNSEA. Donc, on est dans peut-être la possible entrée, mais pas que dans la France, hein, pas que dans la France, d'un mouvement qui irait vers quelque chose quand je parle de pas la France, mais de l'Europe, hein, je ne me permettrai pas de faire des analyses mondiales sur l'état des luttes paysannes en dehors de ce qui se passe en Inde. Mais on va dire en Europe, on entre vers des choses de moyenne-basse intensité, des possibles choses de moyenne-basse intensité, ce qui devrait nous ravir, parce qu'on sortirait de la parade spectaculaire. Voilà ce qui s'est passé. Le mouvement réel, c'était les barrages. La montée sur Paris, c'est la société du spectacle. Il n'y a plus rien enfin, voilà. Non, après, bah oui. Alors, bah voilà, on perturbe le salon de l'agriculture. On pourrait aussi créer un drama dans un loft et puis le filmer aussi, quoi. Voilà. Donc, il y a un point, moi, que je voudrais insister, c'est la question de la disparition de l'agriculture, parce qu'il ne reste plus que 400. Il reste plus que 400 000 exploitations. La question de fond, c'est que bah, ça paye en dessous des prix, donc les gens font faillite. Donc, qui c'est qui va racheter? Bah, certainement pas des gens qui vont entrer dans le métier qui entrent en faillite. Donc, ça va être Amazon, en gros, qui va racheter. Et donc, on est en face de gens qui voient un mode de vie, alors pour certains diront corrompu ou je ne sais pas, mais eux, en tout cas, ils le voient comme la disparition de leur mode de vie. Et c'est là où se pose la question compliquée de la dépression et de la violence. Moi, je ne parle pas dans toutes les régions, mais je suis allé dans l'Aude. Enfin, je veux dire, j'ai regardé comment ça s'est passé dans l'Aude. Et j'aimerais rappeler que dans l'Aude, là où il y a eu le truc qui chauffait et tout par là, c'est là où aussi ça avait chauffé avec les Gilets jaunes. C'était là où ils avaient brûlé le péage. C'était là où ils avaient brûlé les centres logistiques. En 76, c'était là où ils avaient tiré sur des flics. C'est là, il se passe un truc, je veux dire, par rapport. Je veux dire, souvent, les lieux, ils sont pareil. Le Tarn, machin, où il y a eu la lutte, c'est un vieil endroit des trucs paysans de gauche.
Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, qu'est-ce que ça veut dire. Moi, j'aime pas trop ce discours sur dire oui, ils sont moins réprimés que les autres et tout. Moi, je pense qu'on est, comment dire, voilà quoi. Pas de poucave dans nos équipes, tout va bien quoi. Et j'espère qu'il y aura moins de gens en prison en général. Ensuite, sur la question de l'alimentation et de l'offre alimentaire, voilà, sur le milieu, ce qu'on avait dit, une alimentation alternative, une offre alternative alimentaire, etc. Moi, je pense que ce qui est aussi ce qui est venu aussi amener ce mouvement d'un point de vue de la réflexion, c'est de comprendre que cette offre alimentaire alternative, elle s'ancre dans une hiérarchie, dans une offre alimentaire hiérarchique. C'est-à-dire que faire du bio, c'est nourrir une certaine partie de la population. Marx, il disait il y a deux branches de la population. Il y a de la production qui produit pour les prolétaires, la production qui produit pour les riches. Et moi, je suis un agriculteur qui produit pour les riches. Et donc, je ne vois pas en quoi je représente une alternative, en fait. Voilà. Donc, c'est toutes ces questions que m'ont amené ce mouvement agricole. Je pense qu'il entre dans quelque chose de moyenne basse intensité et que notre seule chance de pouvoir amener à quelque chose, je ne sais pas quoi que ce soit, mais en tout cas à progresser dans le débat public, c'est de ramener les questions d'économie politique en agriculture, de rattacher cette question de la régulation des prix à la question de l'offre alimentaire hiérarchique pour essayer au moins de construire un discours parce que sinon, on se laisse prendre dans les dichotomies moderne, anti-moderne, woke, anti-woke, Roussel, Rousseau, FNSEA versus écologie des Verts. Donc, il n'y a rien à penser dans ces débats. Il n'y a rien à penser dans ces débats parce qu'il ne peut pas y avoir de régulation et de régulation de pratiques économiques qui ont attrait à l'agriculture en laissant courir le libre marché. C'est culpabiliser les gens. C'est culpabiliser les gens d'acheter pas bio et c'est culpabiliser les producteurs de ne pas pouvoir sauver le monde sans faire faillite. Et c'est un. Voilà, donc moi je préfère renvoyer ça, surtout de la part de gens qui vivent dans des villes, c'est-à-dire à quoi ils servent sur Terre quelque part. Voilà. J'exagère quand je dis ça. Je veux dire, quelle empreinte écologique? Est-ce qu'on travaille dans le tertiaire? Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on a un bullshit job, comme diraient certains anthropologues? Voilà. Voilà, moi Ok, c'est ça que je super. voulais dire, les amis. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Benoît, par rapport à ce que vient de dire Samuel? Non, non, Non? non, 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 je crois que juste si un dernier point, mais parce que c'est ce qui m'est resté juste à la fin là, c'est qu'il faut pas forcément mélanger régulation, enfin, rôle du marché et problème actuel, enfin, nier tout intérêt du marché. Parce que les marchés en prennent des formes très différentes et entre le grand marché multinational, international, global des grandes compagnies de négoce et puis le marché de Grabel où tu vas vendre tes légumes, Samuel, éventuellement, c'est deux Je ne choses. pas, moi. Bon, ben, Ah, Non, mais peut-être pas attends. toi, mais. Donc, il Non, je faut veux bien dire que. les. J'imagine que tu fais des transactions marchandes quand même pour avoir un revenu. Et Ouais, donc, tu utilises le marché aussi. Donc, je pense qu'il ouais, c'est faut ça. Le garder ça. problème, c'est que c'est pas moi qui fais le prix. Ça aussi, c'est une non, mais je pense que culpabilisation. je pense que la question assez fondamentale, c'est quand même ça, c'est qui fait le prix? Oui, Et quand on parle de marché, c'est vrai qu'on a tendance à parler du marché capitaliste comme si c'était la seule possibilité d'avoir une transaction marchande. Voilà. voilà. Et donc c'est un peu là-dedans aussi qu'on se perd pas mal dans ces débats-là. Oui, Ça, c'est sûr. absolument. Mais c'est vrai que le problème fondamental quand même qui est quand même assez fou, c'est que les agriculteurs sont des gens qui produisent quelque chose dont on a tous besoin et c'est la seule profession qui fixe pas ses prix. Donc ça, c'est quand même un truc assez bon, voilà, qui est quand même un truc un peu bizarre, quoi, dans toute cette forme d'organisation, si ce n'est effectivement de voir que ce système agricole, en réalité, il est pris dans un système beaucoup plus large sur lequel on n'a pas la main, quoi, de toute façon, que ce soit les Bon. agriculteurs ou non. Alors juste Dominique, un tout petit point, parce que j'ai oublié de parler de Ouais. ça tout à l'heure. Malgré tout, une des choses qui n'a pas été du tout évoquée dans tout ce débat, c'est les subventions à l'agriculture. Ah Parce ouais, que les oui. revenus des agriculteurs ne se réduisent pas au prix, Hum, tout hein, à et à ce fait. qu'ils vendent.
une grande partie de leurs revenus, pour les éleveurs bovins, c'est la totalité du revenu du secteur viande bovine, qui sont des subventions. Oui, bien Et sûr. ça, là-dessus, les syndicats agricoles ont en partie la main, en tout cas la Mm. FNSEA, puisque ça est négocié à Bruxelles, et ça a été négocié à plusieurs reprises pour le réformer, et c'est actuellement distribué de manière extrêmement inégale, puisque proportionnelle à la surface. Et donc, voilà, c'est pas non plus. Le problème des agriculteurs n'est pas qu'une question de prix. Oui, oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que cette question du prix, C'est central. elle est quand même C'est ce qui est centrale. central. Ouais. C'est ce qui est central. Moi, j'aimerais bien dire un point là-dessus parce que c'est expérientiel. Bon, moi, je fais partie de ces agriculteurs qui ont été formés par cette espèce de nouvelle politique néo-managériale alternative. Donc, on doit faire des circuits courts, on doit assumer nos coûts, et ça nous permettrait, soi-disant, de sortir du marché parce qu'on aurait créé notre clientèle et compagnie. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est des discours. La réalité du marché, c'est que si tu vends ta tomate à 5 euros et que le prix du marché, c'est 4 euros, on s'en fout que tu aies un circuit court ou que quoi que ce soit. Et Mm. donc, je trouve qu'il y a il y a un écueil, quoi. Et il y a un écueil qui se reflète dans ce discours-là, parce que c'est des gens qui, enfin, je veux dire, c'est des gens qui fournissent le discours autour de ça, parce que c'est des institutions qui accompagnent les agriculteurs et tout dans leur. Mais en réalité, ce qu'elles disent pas, c'est que la plupart font faillite dans les 5 ans, Mm. dans Ouais, les 10 ans. ouais, c'est Et clair. donc, en fait, cet Qui est, aveuglement à dire aux gens, mais non, on peut sortir du marché en faisant des circuits courts, nanana. Mais en fait, c'est juste parce que ça paye les gens qui font le discours de ça. Ça paye pas les gens qui font ensuite la stratégie derrière. La stratégie derrière, si on ne sort pas d'une régulation des marchés, c'est oui, oui, va à la ferme et s'imagine qu'il refait le monde avec ses trois potes alternatifs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mm. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, ce que tu dis là, je dirais que c'est la poche idéologique dans laquelle se nichent de façon assez forte aujourd'hui toutes les expérimentations autour de l'alimentation. Ça, c'est ouais, clair. C'est clair. marché de niche. Ça C'est s'appelle un clair marché que de c'est. niche. Et Bah oui. donc moi, ce que j'allais dire, c'est ben voilà, c'est ces formes qui peuvent s'appeler des innovations à un moment donné, c'est des segments de marché en réalité. Et c'est ça qui permet aussi de moderniser finalement l'offre alimentaire, hein. Parce que finalement, c'est hyper cadré, en particulier par le droit à la consommation, Mmh. qui est Mmh. derrière, qui est vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais qui est énorme. Ok, bon, bah écoutez, merci en tout cas à vous deux. Je ne vois pas comment on aurait pu démarrer cette session sans quand même faire un petit point là-dessus. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe. Non, on ne va pas vous donner la parole maintenant. Euh, mais ce qu'on vous propose, c'est de passer à la séance telle qu'on l'avait prévue avec Bénédicte, donc qui s'intitule Du droit d'être nourri au droit à l'alimentation, où là, on va vous parler d'aide alimentaire. Alors, ça va se passer en deux temps. Moi, je vais vous faire juste une intervention sur la filière de l'aide alimentaire telle qu'elle existe en France. Et puis, Bénédicte vous parlera derrière du travail qu'elle a effectué au sein des Restos du Cœur. Je vais tenter de partager mon écran. J'espère, je ne sais pas si je vais y arriver parce que je ne suis pas très douée. Je ne sais pas comment on fait. En réalité, alors, comment je partage? Ah, c'est embêtant si j'y arrive pas. Tu as trouvé, du coup, il y a partager l'écran en bas avec une petite flèche Ouais, jusqu'au je l'ai vu, devant, mais ce que je peut-être. comprends pas, c'est pourquoi je peux pas aller sur mon. Tu euh, cliques et après, il va normalement te proposer le choix des pages sur lesquelles tu es. Ouais, il me propose pas mon mon fichier. Voilà. Il faut qu'elles soient ouvertes, les pages, là. Non, mais attends, c'est justement c'est ça, c'est ce que je suis en train de me dire, ouais. Voilà. Peut-être que si je l'ouvre, ça va marcher. Ok. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Désolée, hein. Hop. Bon, bah, j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Là, voilà. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous, là? Bravo. Donc, ce que je vais j'ai trois diapos, hein. Une première, comme qui est celle-ci, qui vous montre, alors, évidemment, la réalité n'est pas linéaire, comme ce que vous voyez sur ma diapo, mais
ce que j'essaie de vous montrer, c'est que cette filière de l'aide alimentaire, alors nous, on l'appelle filière, hein, c'est nous qui la qualifions de filière, tout simplement parce qu'elle a sa place dans le système productiviste. C'est la filière qui permet, à un moment donné, disons, d'absorber les surplus, quels qu'ils soient. Et quand ce n'est pas les surplus, c'est de toute façon du ressort de la surproduction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la filière de l'aide alimentaire, dans sa forme moderne, elle se met en place en France à partir de 1984-1985. C'est le moment où sont créées les banques alimentaires et surtout les Restos du Cœur, hein, à travers Coluche. Sur cette page que vous voyez, j'ai mis en parallèle ce qui se passe en France et ce qui se passe en Europe. Tout simplement aussi parce que la filière de l'aide alimentaire française est celle finalement qui a été reprise pour créer la filière de l'aide alimentaire à l'échelle européenne. Voilà. Donc on est vraiment dans quelque chose qui s'adosse complètement au système agro-industriel, hein, tel qu'il existe à l'échelle européenne, mais bien évidemment à l'échelle française. Alors, donc voilà, je vous donne un petit peu tout ça. Et ce qu'on voit, c'est que dans cette filière, on a un certain nombre de phases et on est actuellement dans une 5e phase qui est peut-être d'ailleurs, peut-être on va aller sur un 5 bis ou une 6e phase, c'est pas encore bien clair pour l'instant. Et on a 2 moments de rupture. On a 2008, donc cette petite barre en coche rouge que j'ai faite, là, le 2008 a disparu. Qu'est-ce qui se passe en 2008? En 2008, il y a ce qu'on appelle les émeutes dites de la faim qui ont lieu dans les pays du Sud. Et en même temps, il y a donc en Europe un dépôt de plainte qui se fait par l'Allemagne auprès de la Commission, auprès du tribunal européen, sur le fait que le financement de l'aide alimentaire est niché dans la PAC et que cette activité d'aide alimentaire ne peut pas être financée par la PAC, ou en tout cas, derrière ça, il y a une argumentation sur le fait que ces subventions, finalement, c'est un empêchement du libre-échange. Donc, cette plainte-là, elle vient du coup fragiliser le financement de la filière et on va voir finalement les opérateurs de l'aide alimentaire qui vont monter en puissance et qui tout d'un coup, donc à travers tout un marketing et un travail politique, montrer les difficultés de financement et vont à ce moment-là entrer dans l'espace public. Et d'ailleurs, c'est très net, hein, parce que dans des travaux qu'on a pu faire, on a des articles dans les journaux de presse à partir de 2008 sur l'aide alimentaire en Europe et en France en particulier. Avant, il n'y a pas d'article, ou très très peu. Voilà. Donc, on a une première rupture qui va rendre visible et amener sur l'espace public ces questions d'accès à l'alimentation pour les familles pauvres. Et on a bien évidemment la rupture avec le confinement de 2020 qui va effectivement, du coup, accélérer le processus de mise en visibilité d'une partie des Français qu'on va qualifier de précaires pour, du coup, continuer à justifier cette filière et entrer dans des nouvelles phases de modernisation. Alors, je ne sais pas si je peux... Voilà. Donc là, je voulais découper en 2 morceaux parce que c'était pour reprendre un peu les choses un peu mieux. Donc, on a, dès que cette filière se met en place, on a une première phase qui va jusqu'en 1990. Et si vous voulez, ce qu'on voit, c'est qu'à chacune de ces phases, il y a un nouvel opérateur qui rentre dans la filière de l'aide alimentaire et qui est proposé finalement comme étant le modernisateur de la phase. Donc, cette première phase, elle se termine en 1990 et là, on va voir apparaître l'ANDES, l'Association nationale des épiceries sociales. Les épiceries sociales montrées comme une façon de moderniser la distribution alimentaire qui se fait via des colis et des choses comme ça, portées par les 4 associations qui étaient agréées, c'est-à-dire le Secours populaire, les Restos du Cœur, les banques alimentaires et la Croix-Rouge. Voilà. Et donc, ça enclenche une nouvelle phase où on va nous dire qu'à partir de ce moment-là, on met en place des épiceries sociales
et que ça permet de respecter les gens qui auraient besoin de cette aide alimentaire, notamment dans le fait qu'ils peuvent faire leurs courses comme s'ils étaient dans une épicerie. Voilà, donc ça, c'est la première phase. On a cette rupture de 2008 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va avoir, à partir de 2010, un phénomène assez intéressant parce que finalement, cette rupture de 2008 et la mise en visibilité dans l'espace public de cette histoire de filière de l'aide alimentaire va pousser la profession agricole disons, à très clairement dire que l'aide alimentaire est une activité agricole et donc on va le retrouver dans la loi de modernisation de l'agriculture. Donc c'est la première fois qu'on voit inscrit dans une loi de modernisation de l'agriculture la question de l'aide alimentaire. Donc, je veux dire, de toute façon, du côté de la profession agricole, on voit bien que de cette histoire d'aide alimentaire, c'est quelque chose qu'ils considèrent comme étant chez eux. Donc, on a ça. En 2010, il y a une obligation d'habilitation des associations parce que ce qui va se passer par la suite au niveau du financement européen, donc la décision de la Cour européenne, ce sera 2011 et ça va transformer les formes de financement de l'aide alimentaire. Et ce qui va se passer, c'est qu'au niveau européen, le financement va consister à financer les associations, en tout cas les têtes de réseau national, qui distribuent des produits alimentaires, des colis alimentaires ou vont faire de l'accompagnement de l'aide alimentaire. Or, en France, on a ce dispositif d'épicerie sociale qui n'existe pas dans les autres pays. Et les épiceries sociales ne sont pas reconnues comme étant finalement dans cette distribution alimentaire. Et donc, elles vont devoir trouver un autre financement. Donc, l'État français va à ce moment-là utiliser une ligne budgétaire pour le financement des épiceries sociales. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que du coup, en 2011, on a l'habilitation du réseau Cocagne. Donc, réseau Cocagne, c'est un opérateur de l'aide alimentaire qui arrive avec sa proposition de panier solidaire et surtout avec quelque chose qu'on a vu se mettre en place à peu près en 92-93, des opérateurs de l'aide alimentaire qui vont utiliser l'insertion par l'activité économique pour mettre en place des activités de travail dont l'objectif est de fournir des produits pour l'aide alimentaire. Donc, c'est ce que fait Réseau Cocagne, mais c'est ce que fait aussi la Fédération des paniers de la mer qui récupère les invendus des produits de la mer et qui, à travers des chantiers d'insertion, finalement, fabrique des produits pour l'aide alimentaire. Et c'est ce que fait aussi Réseau Cocagne. Alors, on va voir arriver cette même année-là. Ah, je suis allée trop vite, tant pis. On va voir arriver cette même année-là un deuxième réseau d'épicerie sociale qui s'appelle l'UGES et qui va effectivement se construire comme étant un réseau qui pose très clairement la connexion directe avec les agriculteurs et qui va du coup se positionner comme étant une autre proposition que celle que fait l'ANDES. Et donc ça enclenche à chaque fois une nouvelle phase de modernisation. Donc, en 2014, donc c'est un moment important puisque finalement c'est là que va se rejouer, je dirais, le financement de la filière. Donc on est dans la troisième phase de modernisation et il va y avoir une confirmation vraiment très claire que l'aide alimentaire est une activité agricole. On va la retrouver dans la loi d'avenir de l'agriculture et ensuite on va retrouver cette aide alimentaire à la fois dans la loi Garot de 2016, qui est la loi sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, et on va la retrouver aussi évidemment dans la loi Egalim qui sortira en 2018. Donc, c'est pour ça qu'on parle de filière, c'est-à-dire que c'est vraiment un instrument économique à la hauteur de ce qu'il est dans une vision de ce que peut être un système agricole et un système alimentaire. 2020, on a le confinement et quand même l'expérience du confinement, ce qu'elle montre, c'est en tout cas dans les 15 premiers jours, c'est comment finalement il y a une désorganisation totale et une incapacité quand même sur beaucoup de territoires à assurer la distribution de l'aide alimentaire. Et on va voir que c'est plutôt des petites associations ou des associations qui sont plutôt
versés dans l'aide humanitaire qui vont rapidement occuper le terrain pour mettre en place cette distribution d'aide alimentaire. Là, il va y avoir un changement aussi dans la façon dont c'est géré au niveau de l'État et la construction de ce fameux Comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire qui s'appelle le COCOLUPA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la loi Egalim, la lutte n'est pas contre la précarité alimentaire, mais elle est contre l'insécurité alimentaire. Et c'est au moment des ateliers de la loi Egalim que ce basculement se fait de la question de l'insécurité alimentaire à la précarité alimentaire. Et il faut comprendre là-dedans quelque chose d'important qui est que l'ensemble des politiques sociales en France depuis les années 80 sont basées sur vraiment le concept de précarité alimentaire, qui est vraiment très, très franco-français, et qui postule l'idée que quand on n'a pas beaucoup de revenus, il y a de grandes chances pour qu'on n'ait pas non plus de liens sociaux, tout simplement aussi parce qu'on est éloigné du marché du travail. Voilà. Et l'ensemble des politiques sociales se sont construites sur ce présupposé-là. Et donc, au niveau de la question alimentation, eh ben, il est temps de faire basculer finalement cette distribution d'aide alimentaire dans les politiques habituelles d'action sociale. Et c'est ce terme de précarité, finalement, qui va être repris pour parler de ces questions d'accès à l'alimentation. Alors, je ne l'ai pas mis là-dessus, mais tout simplement pour vous dire aussi qu'à partir de 2014, à peu près, il va y avoir quand même un certain nombre d'associations et puis de chercheurs et de chercheuses qui vont commencer à rendre visible le fait que cette aide alimentaire est quelque chose qui met une partie de la population, qui assigne une partie de la population parce qu'elle a des petits revenus à manger par le biais de cette récupération via cette filière. Donc, un certain nombre de travaux vont avoir là-dessus. Notamment, il y aura sur Montpellier une conférence qui aura lieu 2014, je crois bien, qui s'appelait comme ça d'ailleurs, du droit d'être nourri au droit à l'alimentation, à laquelle va participer à ce moment-là le rapporteur à l'ONU du droit à l'alimentation. Et symboliquement, c'est un moment qui va commencer à déclencher de façon assez forte ces questions autour de l'accès à l'alimentation et de qu'en est-il du droit à l'alimentation. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir une multitude d'expérimentations qui vont se mettre en place et ça va s'accélérer. Alors, on a cette troisième phase qui va juste avant le confinement, et puis cette quatrième phase qui va démarrer jusqu'en 2022. Et là, il y a deux événements qui sont à prendre en compte. D'une part, VRAC, qui est donc cette association qui met en place des groupements d'achat dans les quartiers populaires en 2021, qui est habilité comme opérateur de l'aide alimentaire. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire qu'on voit bien comment, finalement, cette filière se modernise à chaque fois par le biais d'opérateurs associatifs qui viennent en faisant des propositions différentes de ceux qui étaient là avant, et c'est à chaque fois pris comme étant une modernisation de la filière. On va avoir aussi autre chose, c'est-à-dire 5 associations qui sont les réseaux CIVAM, VRAC, Réseau Cocagne, le Secours catholique et l'UGES, et qui sont des associations qui travaillent ensemble ces questions-là depuis un moment donné, et notamment qui vont être partie prenante des réflexions qui vont se mener à partir de 2014, et qui vont construire ce truc qui s'appelle Territoire à vivre, qui va recevoir un gros financement, enfin un financement dans le cadre de France Relance. Et ce Territoire à vivre est financé d'ailleurs par France Relance, la Fondation Carasso et la Fondation de France. Donc on est typiquement dans des opérateurs qui finalement restent dans la situation de cette filière de l'aide alimentaire, modernisent les questions d'accès et même dans une certaine mesure professionnalisent le travail d'intervention là-dedans, parce que comme l'a dit Benoît tout à l'heure, pour répondre à ces appels à projets, il faut quand même avoir des gens qui soient suffisamment outillés pour pouvoir y faire face. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer là, se professionnaliser là,
dans cette quatrième phase autour d'un discours qui serait l'accès à l'alimentation, avec tout le discours autour qui est repris dans le droit à l'alimentation, qui est celui de la dignité, l'alimentation choisie, etc. Ce territoire à vivre est aujourd'hui une des bases à partir duquel s'expérimentent un certain nombre d'initiatives qui se réclament de la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, le collectif Sécurité sociale de l'alimentation se met en place fin 2019 avec un certain nombre d'associations et de collectifs qui fondent cette réflexion-là. Bon, on n'a pas le temps de revenir là-dessus, mais ça aussi, ça a un historique. Et c'est d'ailleurs à partir de ce projet de SSA, d'ailleurs que moi je vais rentrer à PEPS, hein, puisque PEPS va me solliciter pour intervenir sur qu'est-ce que c'est que la SSA, je pense que c'est en 2021, et ça va créer à l'intérieur de PEPS ce réseau démocratie alimentaire, donc qui organise ce séminaire dont on est en train de parler. Voilà, c'est pour vous montrer un peu comment tout ça s'enchevêtre. Et en 2022, on a donc la création de ce fonds d'aide alimentaire durable et qui va derrière enclencher cette cinquième phase dans laquelle on va retrouver toutes ces initiatives dont je vous parlais tout à l'heure, dont un certain nombre d'entre elles se réclament d'une sécurité sociale de l'alimentation. Alors, c'est pour ça que je dis que peut-être on enclenche une nouvelle phase qui pourrait s'appeler sécurité sociale de l'alimentation, je n'en sais rien. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le voir. Mais ce que je sais, c'est que c'est en train de mettre en œuvre, en tout cas au moins une chose, qui est celle d'un processus d'apprentissage collectif, quand même, qui est beaucoup plus important que ce qu'on a pu voir 10 ans auparavant. Mais pour l'instant, ces expérimentations restent quand même, de toute façon, dans le système tel qu'il est proposé. Bon, de toute façon, c'est un peu difficile de faire autrement, mais pour l'instant, on les voit plus comme une modernisation autour de l'accès à l'alimentation du côté de la lutte contre la précarité. Et on a quand même, parmi les gens qui participent à ça, et dans ces expérimentations, un travail qui s'est fait sur la déconstruction de cette distribution d'aide alimentaire, avec derrière une mise en visibilité sur la façon dont est construite cette filière. Mais pour l'instant, ça ne change pas grand-chose à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est même un moment un peu bizarre dans la mesure où il y a une surenchère sur les chiffres concernant les personnes qui bénéficient de cette aide alimentaire. Et on voit bien qu'il y a une concurrence extrêmement forte entre toutes ces associations diverses et variées sur l'accès aux ressources. Voilà, donc on est dans cette période-là. On verra bien ce que ça va donner. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un processus d'apprentissage collectif qui jusqu'à maintenant, s'était pas fait à une échelle plus importante, notamment dans cette reconnexion entre ce qu'on a dans nos assiettes et la production agricole. Malheureusement, ce point de vue-là, bon, Samuel l'a un peu abordé tout à l'heure, laisse de côté la question des rapports de domination, la question des inégalités sociales, et surtout laisse dans l'ombre d'autres acteurs du système alimentaire, qui sont, un, les acteurs de la transformation, et deux, les acteurs de la distribution. Donc, on voit bien qu'on a encore du pain sur la planche pour avancer sur ces questions-là. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, et juste pour vous dire qu'au niveau, quand même, si le collectif SSA donc, existe en Belgique, le canton de Genève a inscrit le droit à l'alimentation dans sa constitution. Il y a des discussions sur la SSA qui ont lieu en Espagne, en Allemagne et en Autriche. Donc, de toute façon, ce qu'on voit quand même, c'est que ces questions-là, aujourd'hui, sont des questions sociales qui sont discutées quand même dans plusieurs pays, pas seulement en France. Voilà, je ne vais pas aller plus loin et... Dominique, sur cet amendement Garot que tu mets en 2024, c'est Ah le oui. dernier texte proposé. Du coup, je suis curieuse d'en avoir ton analyse aussi. Ah oui, alors ça, c'est aussi, oui, c'est vrai, tu as raison, mais comme il était caché sur ma diapo, du coup, je ne le voyais pas. Oui, effectivement, Ouais. il y a cette proposition d'un amendement de Garot. Donc, Garot, c'est lui qui a fait la proposition de la loi anti-gaspillage et qui revient avec une proposition
qui s'appelle Territoire zéro faim, qui calque sur le modèle Territoire zéro chômeur d'ATD Quart Monde. On va voir hein, là aussi ce que ça va donner. Et ça, c'est une façon aussi pour Garot de faire une proposition qui sorte de la seule proposition des chèques alimentaires, qui faisait partie d'ailleurs aussi des propositions qu'il avait fait au début. Donc moi, je veux dire, j'ai une analyse par rapport à ça qui est assez radicale, c'est-à-dire que de toute façon, ce projet d'amendement est nécessaire pour relancer sa carrière politique, donc il fallait bien qu'il sorte quelque chose. Et deux, on est vraiment dans une proposition libérale à fond la caisse, ce qui s'appuie sur le modèle de la philanthropie. Donc c'est la philanthropie au service du système alimentaire mondialisé tel qu'il existe aujourd'hui. Si on regarde un peu ce que c'est que ce territoire zéro chômeur, bah, on sait bien aujourd'hui que le bilan est pas si simple que ça. En tout cas, il n'est pas si positif que ça. Et c'est quand même incroyable de faire une proposition qui se base sur un modèle philanthropique comme ça, dans une situation comme celle qu'on a actuellement en France. Donc, on est bien dans cette vision de modernisation de l'aide alimentaire et de ce discours autour d'une partie de la population qui aurait besoin qu'on lui distribue des produits alimentaires et qui du coup empêche de voir très clairement les rapports de domination qui existent aujourd'hui en matière d'inégalité sociale et de revenus surtout. Parce que le problème de ces personnes, enfin, je veux dire, leur problème majeur, c'est les questions de budget. Voilà. Mais on est en train de reprendre le texte de l'amendement là et d'y travailler là. On pourra publier là-dessus dans pas longtemps. Donc, juste, s'il y a une petite question d'éclaircissement ou des choses comme ça, sinon, on continue. Bon, ça va, j'ai pas pris trop de temps. C'est bon pour tout le monde? Ok. Bah, écoute, je te propose d'y aller. J'y vais. Je vais partager mon écran moi aussi. Hop. Ah. Voilà. Moi, merci en tout cas, Dominique, pour ces frises historiques et cette lecture très claire et puis que je pense va être très complémentaire puisque tu nous parles des infrastructures et de ces organisations-là. Et moi, finalement, je vais davantage parler des personnes qui sont concernées et de ce que ça produit sur les personnes. Je voulais juste faire une toute petite aparté par rapport à l'intervention de Samuel, que j'ai trouvé aussi importante dans le moment qu'on vit et qui m'a fait réagir sur le côté en effet très spectaculaire utilisé par les médias, on va dire, et largement nourri par les actions de la coordination rurale ou de la FNSEA. Et je trouvais que cette mise en scène, en fait, elle s'affichait vraiment de manière spectaculaire face à quelque chose d'autre qui est hélas aussi en cours et qui est plus ce qu'un anthropologue nomme en fait spectraculaire. C'est Yoann Moreau qui a travaillé là-dessus en définissant les catastrophes. Et je trouve que c'est important parce que juste après, Samuel, tu nous parlais de cette catastrophe qui est l'ethnocide paysan et qu'en réalité, on nous fait regarder ailleurs que là où les choses se passent et ont lieu avec, avec du spectacle. Et on a un peu la même chose au niveau de l'aide alimentaire sans aller regarder vraiment ce qui se passe et ce que ça signifie pour les personnes. Et on a besoin de plus en plus de paysans et on en a de moins en moins. Et la réalité, c'est que le projet de la Macronie, c'est bien de les réduire encore de moitié. Donc, il n'y a aucune empathie par rapport à ce qui peut se vivre aujourd'hui dans les campagnes. Donc moi, je vais poursuivre et vous parler de mon travail et de pourquoi qualifier
les violences alimentaires. Donc, c'est un concept que j'étais un peu obligée de développer pour essayer d'expliquer ce qui se passait au sein de l'aide alimentaire. À aucun moment, il ne faut pas faire cette confusion. Je vais vous dire que l'aide alimentaire est violente, elle ne l'est pas. Mais il y a dans le système alimentaire une violence structurelle sur laquelle je vais revenir, qui fait qu'au sein de l'aide alimentaire, on voit ces explosions de violence et qu'elles ont un impact sur les personnes, autant celles qui distribuent que celles qui ont recours à l'aide alimentaire. Le cadre de mon terrain de recherche, il démarre aussi avec une interrogation très simple de Coluche, qui, voilà, une phrase qu'il a au moment de la création des Restos du Cœur, c'est quand même pas normal que dans le pays de la bouffe, il y en ait qui n'en aient pas assez. Et aujourd'hui, on est sur une création d'association qui est devenue une vraie et qui fonctionne comme une véritable entreprise au sein de l'aide alimentaire et qui permet d'accueillir 1,3 million de personnes avec une augmentation sur l'année dernière de 18%. Donc c'est vrai qu'on n'a pas des chiffres très précis, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui poussent les portes des structures d'aide alimentaire et que finalement, elles n'en sortent pas. Donc, on est sur ce moment où l'aide alimentaire, elle devient le moyen de se nourrir de milliers de personnes et ça doit nous poser des questions. Donc, ces chiffres, ils nous sont donnés dans des grosses fourchettes qui vont de 3,5 à 8 millions de personnes qui recourent à l'aide alimentaire. Ce que ça vient nous dire aussi, c'est qu'on ne sait pas trop évaluer en France sur quels chiffres se baser. Mais on a, et ça rejoint les moments clés que tu évoquais, hein, Dominique, on a en 2008 des structures qui nous parlent d'un doublement, alors qu'auparavant on avait 2 millions. Beaucoup de structures disent qu'elles ont doublé leur capacité d'accueil. Et puis ensuite, avec la crise sanitaire, elles nous disent avoir augmenté de 25 à 50% certaines l'accueil des personnes. Moi, je pense aussi que pour arriver à avoir une lecture peut-être plus fine de tous ces chiffres, je me décentre un peu des remontées sur les personnes qui auraient recours à l'aide alimentaire pour m'inspirer davantage et avoir une lecture plus fine sur chaque territoire des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, en me disant que mathématiquement, quand on vit sous le seuil de pauvreté, il y a de fortes chances qu'on soit en situation de précarité alimentaire, en situation de précarité tout court, et que donc à ce titre-là, on peut avoir des chiffres qui nous permettent de nous interroger sur deux choses. La première chose, c'est potentiellement énormément de personnes qui vont se retrouver en situation de non-recours à l'aide alimentaire, puisqu'en fin de compte, les structures qui vont répondre aux questions d'aide alimentaire, elles ne permettent pas de couvrir l'ensemble des personnes qui vivraient sous le seuil de pauvreté. Et donc, moi, je pense que ça, c'est intéressant d'avoir comme chiffre parce qu'on se rend compte aussi d'un moment, en fait, où la société, elle est vraiment en train de laisser des personnes dans la misère et dans le désespoir, où l'aide alimentaire est utilisée par certains, mais pas du tout par toute la population concernée. Il y a autre chose qui, moi, m'a poussée à travailler sur cette question, c'est l'ensemble des parallèles qui sont faits avec le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire ce discours, et on a un peu parlé de la loi Garot et de Guillaume Garot, la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais c'est sûr que ça interroge de se dire qu'on a une production de nourriture qui est largement suffisante pour nourrir l'ensemble de la population. Ce n'est pas pour autant qu'il faut aller faire ce raccourci en disant que si on distribue aux personnes les produits qui étaient gaspillés ailleurs, on résolve un problème. C'est finalement, on va le voir et je vais y revenir dans le détail, finalement une mauvaise façon de raisonner parce qu'on ne peut pas dédier à des personnes des produits qui étaient destinés à la poubelle.
Donc, il y a vraiment un problème donc, quand on observe les quantités de répartition de la nourriture et de répartition de la nourriture quand elle est bonne pour tout le monde, pas quand certaines personnes ont décidé qu'elle ne méritait pas d'être achetée. Donc, deux choses importantes à bien avoir en tête, c'est de ne pas confondre la lutte contre le gaspillage alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Ce sont deux choses différentes. Alors qu'aujourd'hui, dans le rapport d'évaluation de la loi Garot, on va trouver inscrit que les associations de l'aide alimentaire œuvrent contre le gaspillage alimentaire. Pas du tout. Leur objet premier, c'est de lutter contre la pauvreté. L'alimentation est un prétexte à la rencontre. L'alimentation est un moyen et les ramasses, donc ces récupérations de produits, étaient vraiment utilisées faute de pouvoir mieux choisir et par manque de financement pour pouvoir faire autrement. Autre chose importante à avoir en tête, c'est que le don alimentaire et le droit à l'alimentation sont des choses différentes. L'aide alimentaire telle qu'elle fonctionne, elle ne permet pas de répondre au droit à l'alimentation qui vient nous donner des dimensions bien différentes de ce qui peut s'appliquer au niveau de l'aide alimentaire. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que pour moi émerge de la violence. La violence, elle va émerger sur le terrain quand, dans une distribution alimentaire, donc une maraude, une distribution de repas chauds la nuit, je vais assister en fait à une bagarre entre personnes pour un éclair au chocolat. Donc, pour vous raconter la scène, ce soir-là, on a pu récupérer des pâtisseries dans une boulangerie et on a pu permettre aux personnes de choisir des gâteaux, mais bien sûr, c'est des gâteaux différents parce qu'on n'a pas la même chose pour tout le monde, vu que c'est un don. Un jeune homme choisit un éclair au chocolat, il prend un peu plus de temps pour le manger, il discute, il le pose en prenant son café et on le lui dérobe au moment où il discute. Et là, sa réaction est d'aller chercher une bouteille pour la casser sur la tête de celui qui a volé son éclair au chocolat. On est avec des personnes qui ont plus de 30 ans et normalement, on ne se bat pas pour un gâteau au chocolat à cet âge-là. Moi, à ce moment-là, je me mets entre ces deux hommes et ce que je vais ressentir, c'est que finalement, en tant que bénévole, la plupart du temps, oui, je distribue de la nourriture, mais mon rôle principal est de contenir une violence et de permettre une pacification de la société en contenant la violence. Et que oui, il y a des petits moments où au sein de l'aide alimentaire, elle explose, mais qu'elle est présente en permanence parce qu'on ne permet pas aux personnes de répondre à leur droit à l'alimentation. Et autre moment où je vais pouvoir constater cette violence un peu diffuse et sournoise au niveau de mon terrain, c'est pendant la distribution dans un centre où là, il faut vous figurer au niveau du dispositif que les personnes sont accompagnées, qu'elles ont des cartes, qu'elles ont dû s'inscrire, que du coup, on n'est pas du tout, en effet, comme dans une épicerie, à avoir l'impression de faire ses courses, mais on est bien avec beaucoup de personnes qui ont un regard porté sur ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas, et qui vont le choisir à notre place. Donc là, dans cette situation, la personne vient, moi je suis à un poste où je note que la personne est venue et j'indique à combien de parts elle a le droit. Si elle a le droit à 3, si elle a le droit à 6, de points, pardon. Elle a le droit. Et derrière une table, des bénévoles ont accès à des étagères où ils mettent sur la table ce que la personne peut avoir en termes de féculents, boîtes de conserve de légumes, produits du petit déjeuner, hygiène, etc. Donc, j'annonce ce à quoi a droit cette femme. Et sur le premier point, qui est celui des féculents, la bénévole met un paquet de riz premier prix sur la table. Et la personne le refuse en demandant ce qu'elle voit dans l'étagère, l'équivalent en termes de poids, et du riz basmati. Et la bénévole va refuser de lui échanger un paquet de riz avec cette idée en tête que quand on a faim, on mange, et puis du riz, c'est du riz.
Mais si du riz, c'était du riz, on n'aurait pas tous ces paquets et on ne pourrait pas le choisir nous-mêmes quand on fait nos courses. Donc, on sait bien qu'il y a une différence. Et la personne va refuser, du coup, le paquet de riz. L'ensemble des bénévoles qui participent à la distribution et qui, du coup, sont témoins de la scène, personne ne dit rien. Mais tout le monde va charger un petit peu plus le colis de cette dame, certainement par empathie et parce qu'on est gêné par ce qu'elle vient de subir, qui est lié à un ordre qui a été donné par une des deux responsables du centre. Un peu plus tard dans la matinée, un homme passe, il a exactement droit au même nombre de points que cette femme. On lui dépose le même paquet de riz premier prix, il va demander à échanger. La bénévole est partie chercher ses enfants à l'école, donc c'est l'autre responsable du centre qui fait la distribution. Eh bien, il y a 0 question. Immédiatement, il lui intervertit le paquet de riz. Tout ça pour vous dire que, voilà, au sein de l'aide alimentaire, il se passe des choses entre les personnes et que, à ce titre, ben, on se rend compte que il y a des violences structurelles qui s'opèrent et qui vont avoir des effets sur les personnes. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais de vous dire aussi et de vous souligner que c'est la répétition de ce moment dans une idée où l'aide alimentaire devient le moyen de se nourrir de... Pardon. Où l'aide alimentaire devient le moyen de se nourrir de personnes, eh bien, ça va se répéter au quotidien et c'est pas juste répondre à une urgence et se dire, bon, ça va être un petit peu difficile pendant quelques semaines, mais après, ma situation va changer. Donc, c'est année après année l'idée de répéter, en fait, ce mécanisme. Dans le dictionnaire de droit privé, on va trouver comme définition que la violence au sens du droit civil est l'acte délibéré ou non provoquant chez celui qui en est la victime un trouble physique ou moral comportant des conséquences dommageables pour sa personne et pour ses biens. Et autre définition de la violence, cette fois-ci de la violence psychologique, et là je m'inspire des travaux de Marie-Hélène Irigoyen. C'est pas pour rien, donc Marie-Hélène Irigoyen, elle est spécialiste des violences faites aux femmes, mais en fait dans sa qualification des violences, elle est bien sur un phénomène diffus et répétitif où finalement une menace, une parole comme ça, si on la prend de manière isolée, on a l'impression que ce n'est pas si grave, mais c'est bien parce que ce n'est pas des choses isolées que ça a un impact fort sur les personnes et que ça va avoir des conséquences. Donc, elle le définit comme ça. La violence psychologique, elle est constituée de paroles ou de gestes qui ont pour but de déstabiliser ou de blesser l'autre, mais aussi de le soumettre, de le contrôler, de façon à garder une position de supériorité. Et c'est des choses qui, hélas, vont pouvoir voilà, qu'on va trouver dans le fonctionnement de l'aide alimentaire, puisqu'il s'agit d'une façon en fait d'envisager l'accès à l'alimentation de personnes où, de fait, elles sont situées en position de domination par rapport à ceux qui décident. Et c'est intéressant aussi de faire le parallèle avec ce que Dominique nous présentait tout à l'heure. Dans une société de philanthropes, bien là, c'est de manière en fait la démonstration, elle est très forte. C'est vraiment celui qui a les moyens qui décide pour l'autre quand, comment et ce qu'il doit consommer. Je vous l'ai dit, mais donc on confond souvent l'aide alimentaire et le droit à l'alimentation et beaucoup de personnes en fait ont l'impression, et un peu grâce à la politique et à la médiatisation du don, ils ont l'impression que quand ils font leur don au Resto du Cœur, au Secours populaire, à la Croix-Rouge, bref, quand ils remplissent un caddie au moment d'une collecte alimentaire, ils vont répondre à la problématique du droit à l'alimentation en France et que c'est une juste répartition. Et tout ça, c'est parce que finalement, on connaît peu les textes. Et le droit à l'alimentation, en fait, c'est le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achat monétaire, à une nourriture qualitativement et quantitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne.
Donc ça, c'est la première définition qui a été faite par Jean Ziegler et qui a été largement reprise et travaillée ensuite par Olivier de Schutter et qui est un peu, je pense, un fondement aussi sur la manière de considérer les personnes et leur accès à l'alimentation. On a d'autres textes qui nous invitent, nous, à nous inspirer de ce droit à l'alimentation, qui est l'article 25.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, où on voit que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation. Et enfin, Dominique nous en a parlé, on a cette loi de modernisation de l'agriculture qui précise ceci dans l'article 231. La politique publique de l'alimentation vise à assurer à la population l'accès dans des conditions économiques acceptables par tous à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes, de ses besoins nutritionnels pour son bien-être et sa santé mentale. J'y vois pas parce que j'ai la barre, voilà. Donc, on a finalement, quand on regarde ce texte, on a deux choses qui sont frappantes. Le premier, c'est de se dire, ah oui, quand même, dans la loi est inscrit quelque chose qui reprend globalement ce que peut être le droit à l'alimentation. Et finalement, ce qui interroge aussi, c'est de se dire qu'à un autre endroit, dans d'autres codes, eh bien, on va avoir une loi qui va nous expliquer comment d'autres personnes auront recours à l'aide alimentaire. Et là, ça pose quand même une question limite de constitutionnalité pour se dire, mais pourquoi certaines personnes, une politique publique de l'alimentation, auraient accès à tous les critères qu'on vient de voir et d'autres pas. Et donc, avec tout ce que j'ai observé sur le terrain, eh bien, j'ai fait cette proposition de qualifier les violences alimentaires pour plusieurs choses. La première, c'est de les rendre visibles et sortir en fait de l'invisibilité ce que subissent les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire et dont sont témoins celles qui distribuent. Et donc de qualifier les violences alimentaires en disant qu'elles se caractérisent par la force intentionnelle ou non qui empêche une personne d'accéder à son droit à l'alimentation, ceci en donnant lieu à des atteintes physiques et morales. Elles se situent dans un contexte particulier, et ça pour moi c'est très important de bien le préciser, dans un pays où la nourriture circule en abondance, ce qui est le cas de la France, et où ce droit défini comme un droit d'accès à l'alimentation dans des conditions acceptables, ce dont je viens de ce que je viens de vous lire dans la loi de modernisation de 2010, est consacré par la loi. Donc, les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, elles vont subir en effet tout un tas d'atteintes, dont des atteintes physiques. Et là, c'est une étude qui a eu lieu plusieurs fois, l'étude ABENA, qui nous renseigne sur l'impact sur les personnes au niveau de l'obésité, de la tension artérielle, de l'anémie, des carences, des problèmes dentaires. Donc, quand le fondateur d'ATD Carmonde nous parle de perte des droits en cascade, on est aussi dans cette perte de droits à la santé, au logement, à l'éducation, avec toutes ces atteintes physiques qui souvent ne sont pas soignées. On le voit au niveau de l'aide alimentaire, il y a beaucoup d'efforts de la part des structures pour mettre en place des bus dentaires, des visites médicales, mais les personnes ont beaucoup de problèmes à s'en saisir. Elles sortent en fait des circuits où elles considèrent qu'elles seraient des ayants droit, tout un tas de choses. Donc ces atteintes physiques, elles sont importantes et parfois, elles deviennent irréversibles. Et puis, il y a tout un tas d'atteintes psychologiques. L'aide alimentaire va isoler les personnes qui y ont recours parce que c'est difficile d'accepter une invitation si on ne peut pas la rendre. C'est aussi parce qu'on fréquente d'autres lieux. Il y a beaucoup de frustration au sein de l'aide alimentaire. Voilà, et toutes ces observations, c'est vraiment pas les personnes que j'ai rencontrées qui ont pu me le dire dans un récit bien construit.
c'est vraiment parce que j'ai passé 5 ans à les observer et à faire de la distribution que du coup, j'ai pu repérer tous les petits gestes, ces regards qu'on n'échange pas, la façon de souffler et ressentir l'énervement de l'autre. Quand au niveau de la distribution, en effet, on ne lui permet pas de prendre ce qu'elle voit et dont elle aura envie, mais on lui donne autre chose. Et puis, la structure même de l'aide alimentaire, notamment pour les grosses structures. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je me suis intéressée au Resto du Cœur parce que c'est un monument et parce qu'en effet, pour la plupart des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, il y a un moment donné où elles vont aller au Resto du Cœur, même si par la suite, elles peuvent faire plus ou moins le choix d'aller dans d'autres structures. Donc, c'est intimidant et les personnes vont en parler en disant, je prends l'exemple d'une mère de famille en disant, voilà, moi, quand je viens ici, je mets ma face devant la porte, mais pour les enfants, je viens. Ou une autre femme qui me dit les larmes dans les yeux, ah, si mon père me voyait. Donc, il y a ce sentiment de honte et le fait d'arriver aussi dans une très, très grosse structure. Et ensuite, il y a tout un tas de critères qui vont plus ou moins ensemble, qui consistent, alors le contrôle, c'est quand même quelque chose qui, du coup, est un peu imposé par le fait de manquer d'aliments. C'est-à-dire que tout comme Samuel le décrivait, la mission qui est donnée aux producteurs, elle est aujourd'hui impossible. C'est exactement la même chose. La mission que l'État confie aux structures de l'aide alimentaire, c'est une mission impossible. Ils n'ont pas les moyens de nourrir correctement avec des repas équilibrés tous les gens qui s'y présentent. Donc, pour arriver à répartir les choses au mieux, ils ont mis en place une aide conditionnelle où ils contrôlent les revenus des personnes et ils contrôlent également ce que les personnes prennent. Donc, c'est très infantilisant et ça pose plein de problèmes éthiques. Ensuite, il y a toute cette façon en fait de se sentir menacé. Pour vous donner un exemple très simple, la menace, elle est parfois même pas dite. C'est cette incertitude de savoir si les bénévoles seront suffisamment nombreux pour revenir le lendemain et s'il va y avoir de la nourriture. Au-delà du fait que parfois, dans un énervement, et ça, j'ai assisté plusieurs fois, des bénévoles peuvent dire ah mais demain si vous si vous mettez pas bien en rang, si la distribution se passe mal, demain on ne reviendra pas. Donc c'est quelque chose comme ça, cette incertitude de savoir si des gens vont être là pour nous donner à manger le lendemain, elle est réelle et et elle pèse en fait sur les personnes qui viennent, puisque si on prend le cas des maraudes alimentaires, les personnes qui venaient à ces maraudes, pour beaucoup, c'était le seul endroit où elles venaient. Donc, dans l'idée de l'équilibre alimentaire, on va construire un repas qui doit être juste le repas du soir. Et pourtant, pour les personnes qui y viennent, elles vont manger le plat chaud qu'on donne et elles vont conserver ce qui devrait servir d'entrée et de dessert et les plus parfois que les bénévoles ont réussi à récupérer dans des ramasses pour le lendemain. Et donc, ce qui est pensé comme un équilibre alimentaire pour un repas, dure parfois sur 24 heures au moins, voire plus. Et ensuite, comme atteinte psychologique très marquante, on a tout ce qui concerne la culpabilité et l'inversion de la faute, où on va rendre responsable celui qui finalement n'a pas son droit qui est respecté de sa situation et on va lui faire peser, et ça peut être très très lourd pour de nombreuses femmes qui nous disent dans les témoignages moi, il faut arrêter de me dire que ça va pas ce que je donne à mon enfant ou que parce que j'ai pas le choix et parce que je fais comme je peux. Ou une autre personne, notamment par rapport aux produits secs avec la date de fraîcheur dépassée, donc pas des produits périmés, mais cette fameuse date de fraîcheur dépassée. Une femme qui me dit, moi, je rentre chez moi, je déballe tout sur la table, je regarde les dates et je me dis, je fais quoi? Je le donne ou je le donne pas pour mes enfants? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Et c'est à eux, en fait, d'en décider. Donc, je voulais m'arrêter aussi un petit peu sur, puisque
pour moi, il y a un véritable mésusage du terme de don au niveau de l'aide alimentaire, alors qu'on l'utilise tout le temps pour tout, pour les conventions de dons, pour voilà, le don alimentaire, etc. Donc, je vais faire un petit rappel de le don, qu'est-ce que c'est en réalité? Eh ben, le don, c'est 4 moments. C'est en effet le fait de donner, celui de recevoir, celui de rendre et de demander. Le fait de rendre, ça apparaît carrément comme une obligation dans ce que Marcel Mauss étudie du don. Et c'est intéressant parce que dans le cadre de l'aide alimentaire, et notamment pour tout ce qui est don indirect, eh bien, on réalise que celui à qui est destiné le don, on n'attend pas de lui qu'il rende quoi que ce soit. Il va juste devenir finalement une variable d'ajustement d'un système qui surproduit, où on a trouvé un nouveau débouché économique par rapport au gaspillage alimentaire. Et donc ça vient nous renseigner aussi sur la société dans laquelle on vit. Autre moment important dans le don, c'est le fait de demander. Et là aussi, ça nous permet de penser 2 choses très importantes au jour d'aujourd'hui. La première, c'est qu'aucune des personnes qui a recours à l'aide alimentaire ne demande à vivre de l'aide alimentaire. Elles ont envie d'avoir un revenu et de pouvoir acheter et choisir leur alimentation. Tout comme les agriculteurs ne demandent pas à vivre de subventions et d'aides PAC, mais bien à vivre de leur travail, comme n'importe qui, à pouvoir fixer des prix rémunérateurs. Et enfin, chose importante, normalement, le don, c'est l'absence de contrat. Donc, c'est bien parce qu'on ne sait pas, on n'est pas obligé de donner et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va nous rendre et ce que l'on va nous rendre, que le don a cette portée un petit peu magique. Or, au sein de l'aide alimentaire et notamment avec la structuration imposée avec la loi Garot, la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, on va demander aux structures de mettre en place des conventions de dons avec les supermarchés. Et le supermarché sait à l'avance ce qu'il va recevoir. Donc pour moi, on est dans autre chose, on sort d'une économie du don pour entrer dans une économie de marché. Comme il s'agirait d'un marché indigne de la faim, on ne va pas le nommer ainsi, ce serait beaucoup moins incitatif pour que les gens donnent. Et dans le don, il y a 2 forces qui sont en opposition. Il y a une première force qui est appelée un peu comme la force diabolique du don et qui fait naître de la domination. On a cette phrase de Roland Barthes qui la décrit très bien. Je te donnerai tellement que je te dominerai. Et c'est ce qui peut arriver aussi au niveau des dépendances en fait qui ont lieu au sein des structures d'aide alimentaire. Mais on a aussi, et ça c'est très très important de l'avoir en tête, on a aussi une force symbolique et créatrice à travers le don. Et moi, je dois dire que c'est certainement ce qui m'a le plus surpris au sein de mon terrain, c'est que j'ai rencontré des personnes extrêmement résistantes, absolument pas, et c'est là où c'est intéressant, autant on peut voir un peu dans le projet de l'État un utilitarisme des personnes et des forces en place, et notamment des bénévoles donc, qui sont pris malgré eux dans une forme de cogestion de la pauvreté, mais où quand ils sont sur les terrains, on les voit vraiment en résistance face à un système alimentaire complètement fou et où ils vont réussir à charger les plats qu'ils distribuent de justice parce qu'ils viennent avec toute leur humanité. On est tous des êtres humains, nous dit Alia, et je viens donner tout simplement ce qu'ils devraient avoir, justice, explique Rosa. Et autre enseignement très important, le don, il ne permet pas la justice. Et quand Mauss, il écrit cette phrase, c'est important, c'est la fin de son essai sur le don, et c'est aussi au moment de la création de la sécurité sociale de santé, où lui se positionne et vient dire que la charité, les choses telles qu'elles se passent, elles ne sont pas actées dans le cadre de la justice, eh bien, voilà, on ne pourra pas donner de la justice à toutes et tous dans la charité. Voilà, donc je vous avez mis une petite image de la loi Garot, enfin de cet esprit de la loi Garot dont Dominique nous a parlé, qui reste dans l'esprit du libéralisme en fait, et de la création de marchés, de valeurs, et d'utiliser finalement l'aide alimentaire
pour agrandir la longueur de vie d'un produit. Et donc, je vous l'ai dit, à partir du moment où on donne de la valeur à un produit qui devait être détruit et qui coûtait de l'argent à la grande surface auparavant, ben, on réduit absolument pas le gaspillage alimentaire, on l'encourage. Autre chose qui se passe, c'est que comme les supermarchés ont le droit de vendre à perte également grâce à cette loi, tout ce qui arrive en fait au sein de l'aide alimentaire est vraiment beaucoup moins qualitatif que ce que ça pouvait l'être avant la loi, et il y a moins en quantité. Donc le bilan de cette loi, ça a été une véritable mise en concurrence des différentes structures de l'aide alimentaire, une diminution de la qualité des produits qu'elles pouvaient espérer distribuer. Et moi, quand je débute mon terrain en 2016, je vois la ramasse comme le fait de pouvoir avoir des petits plus qui viennent compléter des choses de base que les structures de l'aide alimentaire achètent ou obtiennent via le Fonds européen, voilà, où elles ont en fait les produits de base et elles enrichissaient les distributions avec quelque chose en plus. Et là, ça devient vraiment déterminant d'avoir ces produits-là, et ils sont absolument pas qualitatifs parce que souvent manque de fraîcheur, et ils correspondent pas non plus à ce qu'on peut aux besoins en fait de l'aide alimentaire. Ils sont très incertains. Si Carrefour nous fait sa communication et ses calculs en disant j'ai distribué tant de repas, en réalité Carrefour il va surtout distribuer beaucoup de viennoiseries, de pain, beaucoup de voilà de chocolat au moment des fêtes. Donc voilà, plein de produits qui finalement ne permettent pas du tout de construire un repas équilibré. Et pour en finir, en fait, je vous proposais en fait ce schéma du fonctionnement global, un peu comme une synthèse de ce que je viens de dire, pour vous montrer ce que produit le don indirect. Euh, et vous montrer en fait ces articulations dans lesquelles les personnes qui, moi j'ai du mal à dire qu'elles bénéficient de l'aide alimentaire, mais qu'on appelle bien souvent les bénéficiaires, voilà, deviennent en fait cette variable d'ajustement du système alimentaire parce que finalement on a des échanges et des circulations, mais on n'a pas d'attente de leur part. Les associations, on attend d'elles deux choses. La première, je vous l'ai dit, ce rôle de pacification, qu'elles maintiennent la paix sociale. En échange de ça, elles reçoivent quelques subventions, mais pas à la hauteur de ce qu'elles demandent. Et de la part du particulier qui va donner aux associations, ils attendent, et notamment les supermarchés, un gage de moralité. Et là aussi, si on s'intéresse toujours aux dons, on peut avoir, et on l'a vu au moment de l'appel des Restos du Cœur, ces formes de dons ostentatoires à la Bernard Arnault qui vont du coup devenir voilà, spectaculaires, être mis en scène pour pouvoir montrer sa générosité. Alors que ben voilà, on pourrait être dans la grande une toute autre discrétion qui n'a pas lieu. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Non, non, c'est parfait, parfait. Voilà, je vous mettais, et il a déjà été cité au début, le livre Reprendre la terre aux machines, et puis le mien, La France qui a faim, voilà, où chacun, on ouvre une porte pour expliquer pourquoi il devient indispensable en effet de sortir du système alimentaire tel qu'il est aujourd'hui, pourquoi c'est indispensable de sortir l'alimentation du marché, parce que ça, voilà, ça crée d'un bout à l'autre de la chaîne voilà, un grand désastre. Et finalement, l'idée de le montrer, de le nommer, c'est bien aussi de pouvoir montrer les responsables. Voilà, ils savent en fait exactement ce qu'ils font, ou ils savent pourquoi ils le font, et c'est d'autant plus grave. Ah, merci beaucoup, Bénédicte. Moi, je vais juste rajouter un tout petit truc quand même sur la question du droit à l'alimentation, bon, parce que tu l'as évoqué à plusieurs reprises. Nous, on a sorti un bouquin qui s'appelle Le droit à l'alimentation durable en démocratie, parce que quand même, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le droit à l'alimentation tel qu'il existe aujourd'hui, Bénédicte nous l'a bien décrit, donc il est porté par l'ONU.
Or, quand même, il y a quelque chose d'assez fondamental qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les droits humains, donc nichés, alors je dis nichés parce que je ne sais pas comment le dire autrement, au niveau de l'ONU, sont de toute façon assujettis aux accords commerciaux, c'est-à-dire sont assujettis aux accords de l'OMC, c'est-à-dire que de toute façon, c'est l'OMC qui décide euh, quels sont les droits à la limite qui vont pouvoir être appliqués. Donc le droit à l'alimentation, il va dépendre de la vision qu'aura l'OMC sur les différents accords de libre-échange. Donc on voit bien qu'on nous prend aussi la tête sur quelque chose qui est quand même un peu bizarre, dans la mesure où on nous parle de droit à l'alimentation, y compris aujourd'hui dans un discours assez puissant autour de la question de la dignité humaine, dans un contexte qui ne touche pas et qui ne questionne pas notamment ces accords de l'OMC. Et quand on interroge la France pour leur demander à la France où est-ce que vous en êtes, vous, dans l'application du droit à l'alimentation, eh bien, ils répondent, nous, on a une aide alimentaire qui fonctionne, d'où l'importance aussi de montrer comment cette filière de l'aide alimentaire se modernise avec, à chaque fois, des nouveaux opérateurs qui vont proposer des choses nouvelles, tout en restant dans le fait, en gros, d'assigner une partie de la population à accéder à l'alimentation par ce dispositif d'aide alimentaire. Comme par exemple, au moment du confinement et à la sortie du confinement, cette montée en puissance d'un seul coup de la précarité étudiante, comme si les étudiants, avant le confinement, n'avaient pas déjà ces problèmes-là. Voilà. Donc, si j'insiste un petit peu là-dessus, c'est pour dire aussi, c'est pour ça que nous, on appelle ça le droit, on appelle ça le droit à l'alimentation durable, pour faire rupture avec cette idée de droit humain qui suffirait de proclamer pour que ça transforme l'accès à l'alimentation. Ben non, ça ne transformera pas grand-chose tant qu'on restera dans un système alimentaire mondialisé, complètement régi par les accords de l'OMC qui, de toute façon, sont aujourd'hui la façon de penser le monde. Mm. Voilà, je voulais juste rajouter ça pour bien montrer que si on a fait une séance sur la question de l'aide alimentaire, c'est que c'est vraiment le symbole extrêmement clair des injustices telles qu'elles existent aujourd'hui, mais surtout aussi qui pose très clairement en creux la question de la démocratie et du monde dans lequel on a envie de vivre. Et le travail de Bénédicte éclaire très fortement par cette idée de violence alimentaire ces rapports de domination qui sont pas du tout questionnés. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou bien est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui voudraient avoir des compléments? Alors, on n'a pas parlé, parce que ce soit Bénédicte ou moi, on travaille aussi toutes les deux sur la proposition de sécurité sociale de l'alimentation, hein. On n'a pas le temps de le parler ce soir, mais dans un rapport qui a été publié en 2021, je crois, on fait l'analyse de plein d'initiatives qui existent, à la fois du côté associatif classique, mais y compris proposées par le marché privé tel que Leclerc ou autre. Et on montre bien que toutes les propositions qui sont faites d'accès à l'alimentation via ce dispositif d'aide alimentaire, aucune d'entre elles ne répond d'abord d'une part au respect des gens, mais surtout à la notion d'alimentation choisie. Et que la seule proposition qu'on peut faire derrière, c'est effectivement travailler, analyser, creuser la piste de la sécurité sociale de l'alimentation telle qu'elle est travaillée aujourd'hui au sein de ce collectif national. Voilà. Pascal? Vas-y, Pascal. N'est pas. Allô, allô. Vas-y, on t'entend. Ah, ok. Oui, merci pour tout ça. Donc, tu disais nicher derrière les droits commerciaux et par certains moments aussi, vous parlez
de l'agriculture, en fait, qui Mm. est devant l'alimentation. Et parfois, vous parlez aussi de la santé. Vous ne l'avez pas trop évoqué là, je crois. Est-ce que vous pouvez voilà, tous ces paravents ou ces arbres qui cachent la forêt, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et puis, sur la notion aussi des gains financiers, est-ce que effectivement, aujourd'hui, la grande distribution et surtout l'agro-business euh, a des subventions plus que ce qui va plus loin du coup que la défiscalisation? Est-ce que ça, c'est une réalité? Merci. Qu'est-ce que tu veux dire des subventions? J'ai pas compris ça. Je sais pas, toi, Bénédicte, tu sais peut-être? Moi, j'ai pas entendu parler de subventions à la grande distribution pour donner à l'aide alimentaire. Par contre, ce qui est mis en place depuis Coluche, hein, d'ailleurs ça s'appelle l'amendement Coluche, euh, en sachant que l'amendement Coluche, c'est aussi une modernisation d'un amendement qui existait déjà et qui était en direction des organisations philanthropiques. Hein. Donc on n'est pas sur quelque chose de nouveau, on est sur cette forme d'accompagnement des politiques sociales mises en place dans les pays du Nord et en particulier dans le soutien au système capitaliste. Et donc, il y a une défiscalisation qui est possible des denrées qui sont données, en sachant qu'il y a un plafond hein, qui est imposé quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même des situations où les dons qui ont été faits par les grandes surfaces sont bien plus importantes que ce qu'ils peuvent défiscaliser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas juste ça qui vient d'être, enfin, qui est cherché par la grande distribution ou par les transformateurs ou les grosses coopératives. C'est qu'en même temps, ça leur économise quelque chose de super important, qui est la gestion des déchets. C'est-à-dire que eux, du coup, ils n'ont pas non plus à investir et à gérer leurs propres déchets, puisque c'est recyclé dans l'aide alimentaire. Et derrière ça, Bénédicte l'a évoqué, c'est que quand même, ces bénévoles de l'aide alimentaire, c'est eux qui prennent en charge tout ce travail-là. Donc là, on est bien sur une forme de travail gratuit hein, qui permet à l'ensemble de cette filière de l'aide alimentaire de fonctionner. Quand ces bénévoles ne sont plus au rendez-vous, et c'est ce qu'on a vécu pendant le confinement, et ben ça ne fonctionne pas. Donc c'est une façon de penser aussi de la part de l'État et de la façon dont l'État pense son rôle, finalement, autour de l'accompagnement des familles à petit budget, de sous-traiter la question au secteur associatif sous ces formes-là. Bon, alors c'est vrai que derrière, pour pas mal de ces bénévoles, il y a des enjeux de reconnaissance hein, qui se jouent, qui sont là, ils y croient pour beaucoup d'entre eux. Enfin, ils se lèvent pas le matin à je sais pas quelle heure pour aller récupérer je sais pas quoi à Carrefour ou ailleurs, sans avoir une motivation quand même assez forte. Mais vous voyez bien qu'on est dans le contexte quand même très classique de la philanthropie et du rôle de la philanthropie dans des États comme les nôtres. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça éclaire ta question. Ça me donne envie juste parce qu'on ne l'a pas abordé, mais ça me semble important. Ça ne répondra pas à ta question, Pascal, mais euh, en partie aussi d'imaginer cette valeur. Le rapport de la Cour des comptes de 2008, il nous indique qu'en fait, au niveau de la quantité de la valeur des denrées, la valeur du bénévolat, en fait, elle est équivalente. Je pense qu'aujourd'hui, ce ne serait plus trop les mêmes chiffres euh, on a encore plus de denrées en circulation, etc., avec l'explosion. Mais en tout cas, le bénévole, il fait partie de l'équation et il permet à l'État de qualifier l'aide alimentaire comme quelque chose d'efficient parce que ça lui coûte pas cher par rapport au service qui est rendu. Et à ce titre-là, en effet, on est vraiment dans l'usage des corps des bénévoles. On a un peu parlé finalement avec le fait d'utiliser les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire comme variable d'ajustement, mais au corps du plus pauvre en fait pour récupérer tout un tas de produits et pas avoir à les traiter. Donc c'est extrêmement
c'est même brutal de le dire comme ça, et pourtant c'est quand même comme ça que les choses sont réfléchies, et l'usage en fait du corps du bénévole à d'autres fins que ce que lui a. Et c'est vraiment tout ce que Foucault décrit Ouais. dans la biopolitique, et qui finalement nous montre comment, avec d'autres intentions, le capitalisme il vient récupérer notre investissement, notre engagement pour en faire autre chose. Et parce que ça continue à s'appeler don, on ne l'interroge pas. Donc on est vraiment dans une manipulation aussi du corps des autres. Et il y a un livre qui est super, c'est L'organisation criminelle de la faim. Je me rappelle plus de l'auteur, mais qui vient expliquer vraiment de manière encore plus choquante, mais c'est important de l'avoir en tête, l'usage des corps voilà, dont on peut faire preuve de manière cynique pour arriver à gérer toutes ces, voilà, toutes ces surproductions, et finalement un rapport et à l'individu et à la nature qui pose des problèmes fondamentaux. Bon, c'est pour ça que sur toutes ces questions-là, c'est intéressant aussi d'y rentrer par la question du travail. Derrière ça, il y a du travail. Dans l'aide alimentaire, il y a aussi une grosse partie de l'activité qui est portée par les femmes. Mais comme dans l'ensemble des activités autour de l'alimentation, et ça aussi, ça nous renseigne quand même pas mal sur la nature des rapports de domination qui sont à l'œuvre. C'est quelque chose qu'on évoquera dans une l'avant-dernière séance en avril. Oui, Claude? Oui, merci. Je voudrais tout d'abord vraiment vous remercier. C'est d'une grande qualité. Merci Dominique et Bénédicte. J'ai pas mal travaillé sur l'alimentation. J'avais animé un atelier là-dessus. Je voulais faire une journée là-dessus qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu. Et j'avais travaillé surtout sur l'aide alimentaire. Et j'aurais eu beaucoup de questions, enfin j'en ai des questions après la première exposé de Dominique, je n'ai pas osé les poser, mais Bénédicte a répondu largement à tout, merci infiniment. En tout cas, c'était d'une qualité vraiment remarquable, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Mais vous pouvez quand même poser une question si vous avez envie. Non, j'allais poser mes questions sur la qualité de l'alimentaire et le choix et la dignité et tout ça. Mais bon, Bénédicte a répondu à merveille. J'avais lu sa thèse et bon, elle avait toutes les réponses. Il n'y avait plus de questions. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris et c'était formidable, vraiment. Merci. Mais c'est vrai que sur ces questions de qualité, il y a souvent un écart dans ce qu'on imagine quand on mange à peu près ce qu'on veut, quand on veut, de ce qui doit être la qualité pour l'autre. Et finalement, dans le cadre de l'aide alimentaire, de se rendre compte que la première des qualités qui est importante, c'est dans la relation et l'accueil de la personne, et de vraiment réaliser que oui, des fois, le plat qu'on distribue, on se dit, mais comment la personne va me recevoir avec ce plat? Mais parce qu'on est là à un moment où ils ont besoin de rencontres, ça sert quand même à transmettre cette idée de justice. Alors du coup, c'est vrai que dans cette idée à chaque fois de modernisation et d'amélioration de la qualité de l'aide alimentaire, parfois, on va même à l'encontre de ce qui serait l'importance en fait du lien entre les personnes, en accablant les bénévoles de normes qui vont les empêcher parfois de serrer la main, comme on a pu le voir. C'était un vrai débat au moment de la crise sanitaire. Les bénévoles disaient non, mais en fait, moi, je m'en fous de leur truc. Je serre la main aux gens. Coluche nous disait que le plus important, c'était d'aller serrer la main. Et voilà, et donc de pouvoir te dire, moi, je suis là pour ça avant tout, pour la rencontre avec l'autre, et pour lui dire que je le laisse pas tomber, quoi. Et puis la modernisation de cette filière de l'aide alimentaire, ça a aussi activé autre chose, c'est-à-dire la création d'une multitude d'associations qui interviennent sur ces questions-là aujourd'hui, avec quand même ces rapports de domination. Bon, on n'a pas eu l'occasion encore de beaucoup en parler, mais qui sont quand même au fondement du système alimentaire français, en sachant qu'un des encastrements du système alimentaire français, ça a quand même été ces colonies. Donc ces postures post-coloniales d'une partie de cette population bénévole qui va avec cette idée
qu'elle doit apprendre à une autre partie de la population. Qu'est-ce que c'est bien manger? Qu'est-ce que c'est la qualité? Qu'est-ce que c'est l'équilibre alimentaire? Donc là, l'enjeu autour des normes, et qui du coup vont réinstaurer de fait un certain type de rapport autour d'un besoin essentiel qui est celui de l'alimentation. Et ça crée de la frustration, certes, mais ça crée de la révolte. Et c'est comme ça que, par exemple, aujourd'hui, nous, on rencontre un certain nombre d'initiatives dans certains quartiers dont la revendication est essentielle. C'est pas forcément d'accéder de façon démocratique à une alimentation, mais c'est, par exemple, reprendre la main sur la distribution de l'aide alimentaire. Bon, et ça, je trouve que c'est un moment intéressant parce que ça ne peut que s'entrechoquer avec toutes ces associations aujourd'hui qui vont finalement porter, une, disons, une certaine façon de penser la justice sociale. Et on voit bien qu'il y a des chocs qui se passent là-dessus et qui créent des rapports à certains moments donnés qui sont sacrément violents. Voilà. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer autour de ces questions d'accès à l'alimentation, c'est quand même intéressant. Parce qu'à la fois, on voit l'accélération de la concurrence entre les différentes associations pour accéder aux ressources. Et moi, je me dis quand même que les gens devraient se rappeler qu'on est dans une période où ces ressources sont en train de diminuer fortement, en particulier les ressources de subventions publiques, et que du coup, ça devrait poser plus des questions d'entraide que de concurrence. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, surtout, c'est, disons, ces décalages de timing qui font qu'aujourd'hui, on a une partie de la population euh, dite éclairée qui va travailler sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, être un peu quand même sur ces postures dites d'éducation populaire, mais qui sont quand même une éducation populaire qui reste quand même très ancrée dans des rapports de domination et qui ne les questionne pas, et une revendication de ces populations qui sont destinataires de ces dispositifs de politique sociale pour une raison essentielle qui est que ces familles ont des petits budgets et qui disent non, mais nous, on veut reprendre la main sur la distribution de ce à quoi on a le droit, à savoir l'aide alimentaire. Et souvent, disons, les témoignages de bénévoles ou la façon dont on réfléchit, la vision qu'on peut avoir de la filière de l'aide alimentaire, elle se fait essentiellement autour de ce qu'évoquait Bénédicte, d'une partie de la population qui est dans la rue, qui est dans des conditions extrêmement dures, extrêmement difficiles. Et ça, c'est une toute petite partie de la population qui a besoin d'aide alimentaire. Donc, on pourrait imaginer que cette population-là a besoin certainement de distribution d'aide alimentaire. À la limite, il faudrait regarder d'un peu plus près. Mais ce qui est sûr, c'est que la majorité de la population qui accède à l'alimentation, on pourrait lui proposer autre chose que d'y accéder par cette filière qui est là pour finalement dans cette idée de surproduction. Voilà, c'est un peu autour de ça qu'à PEPS, on essaie de réfléchir en se disant qu'il y a, même y compris à travers la proposition de sécurité sociale, de l'alimentation, un enjeu de démocratie alimentaire qui est extrêmement important à résoudre et qu'on ne peut pas simplement réfléchir et discuter de ces questions-là au nom de la justice sociale sans se poser la question de la démocratie. Enfin, le livre dont tu parlais, là, dans le chat, c'est Assouli. Oui, c'est ça, Voilà. Assouli, tout à fait. Voilà. Bah, écoutez, si Samuel, pour terminer, tu n'as pas quelque chose à dire, éventuellement? Oui, exactement. Parce que J'allais abonder dans ton sens. Et dans le sens pareil, je remercie cet espace, quoi, parce que c'est intéressant, c'est vraiment enrichissant. Voilà, ce que je voulais dire, c'était
sur ce que je crois que cette question de reprendre la main sur l'aide alimentaire et de voir comment on politise ces questions de l'alimentation, c'est hyper important. Moi, je crois que c'est justement tout un enjeu pour la sécurité sociale alimentaire d'éviter ces écueils, en fait. Mm. C'est-à-dire que plutôt que de se dire qu'est-ce qu'on fait, déjà de dire qu'est-ce qu'on risque et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire aussi, quoi. Mm. C'est plus simple parce que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux du fait, on en a parlé dans l'autre séminaire, du fait que c'est porté par les politiques publiques municipales ou comment on appelle métropole ou voilà. Et donc, ça se passe aussi dans cette territorialité-là, qui est celle de, bon, voilà, je ne veux pas revenir trop là-dessus, mais c'est important pour marquer justement qu'est-ce que ça veut dire reprendre la main sur l'aide alimentaire. C'est-à-dire reprendre la main à qui, sur quoi, sur quel objectif, et c'est intéressant de pouvoir voilà, comprendre qui sont ces populations, qu'est-ce qu'elles disent, etc. Et effectivement, ça a fait partie souvent enfin, moi, j'entends pour la sécurité sociale de l'alimentation. Ce que je trouve intéressant, c'est la proposition de mutualisation par rapport à cette urgence de sortir l'alimentation des empires alimentaires. Je ne sais pas comment dire ça. Mm. Mais voilà, donc c'est la réponse de la mutualisation. Et c'est celle que je crois, à mon avis, qui nous fait sortir aussi tout autant que la mutualisation. C'est là où cette question, à mon avis, rejoint et qu'à mon sens, il faut articuler dans la question de la sécurité sociale de l'alimentation. Quand on parle de régulation des prix, en réalité, on parle de régulation des marges des intermédiaires et de la transformation, principalement. Et je pense que en faisant rentrer ces deux imaginaires, c'est-à-dire le premier défi, comment ne pas tomber dans les écueils qui nous sont proposés pour essayer d'aller vraiment vers une politisation d'une population nombreuse dans la population, voilà, qui a la main sur la question de l'alimentation et la question de la régulation des prix. Et voilà quoi. Moi, c'est un peu ça. Le dernier point que j'avais en tête, qui est un peu pas forcément immédiatement très clair, mais c'est comment expliquer? En fait, ce qui est aussi étonnant, c'est que c'est une remarque macro. Hein. Je ne sais pas si c'est particulièrement une conclusion, mais c'est une remarque. Ce que j'ai été marqué dans ce que j'ai cherché un peu autour de ça, c'est que la part, en fait, voilà, pour répondre sur les subventions à l'Union européenne, tout ça, la part la part de l'alimentation est de plus en plus faible dans la part des ménages. Et c'est le logement qui a pris la place de l'alimentation quand on regarde les tendances de fond. Et voilà, ça m'interrogeait par rapport à ça, quoi, sur savoir sur la répartition de l'argent, il est allé où, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces questions-là. Parce qu'effectivement, si les prix sont si bas et s'il y a des subventions, c'est pour aussi permettre des prix bas à l'intérieur. Donc en fait, ces subventions, est-ce qu'elles servent finalement pas à ce qu'on paye des loyers, quoi? Je veux dire, voilà, Non, mais ça, c'est sûr, hein, c'est sûr, c'est c'est mes questions. le rôle de l'allocation logement et oui, mais c'est sûr, ouais. Et donc, non, mais même quand je disais les subventions à l'agriculture, tu vois ce que je veux non, dire? c'est sûr. Même les subventions à l'agriculture, donc voilà, tu vois, quelles sont les solutions un peu pour sortir? C'est la question de la régulation des prix. Parce que finalement, la question du salaire et de la question des prix, c'est la même question. Si on parle des prix comme régulation des marges, c'est la même question que les salaires. Oui, oui, c'est Et, clair. et donc voilà, je pense qu'il y a des imaginaires à reconstruire, quoi. Voilà, des imaginaires à reconstruire. Et voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ta belle conclusion. Bénédicte, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon, merci beaucoup. D'accord. Peut-être oui, la réflexion sur laquelle j'aurais bien envie de finir, notamment dans la période qu'on vit, c'est ce à quoi je ne m'attendais pas, je voulais un peu dire, dans du terrain de l'aide alimentaire, c'est de découvrir à quel point ces bénévoles étaient en résistance. Et je crois que c'est important aussi au niveau des
récits, de les aider à se percevoir en résistance et non pas en cogestion de la pauvreté, pour voilà, avoir le rapport de force nécessaire et la rencontre des différentes résistances voilà, dans les différents milieux, que ce soit l'action sociale, les luttes paysannes, pour montrer en fait qu'on est bien face au même objet qui mourra tout le monde. Voilà, je crois que c'est aussi des choses quand on dit, voilà, quand on ne sait pas trop comment aller vers les gens les plus précaires, peut-être en reconnaissant ce qu'elles sont en train de faire et en étant aussi sur voilà, ces actes de vie beaucoup plus positifs, même si ce n'est pas le récit qui arrange ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, quoi. Ok, écoute, merci beaucoup. C'est une belle conclusion. Écoutez, on a tenu les délais. Je ne sais pas comment on s'est débrouillé, mais on a tenu. Donc la prochaine séance, celle du mois de mars, elle aura lieu donc le 26 mars. Elle sera en présentiel et il y aura une diffusion sur Facebook, un Facebook Live. Elle se déroulera donc à la Bourse du Travail à Paris. C'est une séance qui sera co-organisée avec Réseau Salariat. Et nous recevrons Nicolas Da Silva, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La bataille de la Sécu, et avec lequel on discutera durant cette séance. Bon, écoutez, merci à tous et à toutes, Beaucoup. et à très bientôt pour la suite. Au Et revoir. bonsoir. Merci, Bénédicte. Bonsoir. Et Marjorie, je ferai une biblio. Ok, très bien. Merci bien. à toi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci.